retrait des troupes rwandaises, le démantèlement définitif des FDLR et la tenue d'un dialogue politique inclusif sont les trois conditions d'une paix durable en RDC. C'est le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, qui l'a déclaré lors de son discours sur l'état de la nation devant les corps constitués de son pays. En réaction, dans un communiqué publié le 18 octobre, le comité directeur du parti Ensemble pour la République sous la présidence de Moïse Katumbi salue cette prise de position qu'il qualifie de courageuse du président Joao Lourenço. Il estime qu'il fait preuve d'un engagement fort et déterminé pour la stabilité de la RDC et de la région des Grands Lacs. Ensemble pour la République rappelle que ce dialogue politique inclusif entre les Congolais, idéalement conduit par la CENCO et l'ECC, constitue une voie incontournable pour traiter les causes profondes de la crise et restaurer la paix et la stabilité et remettre le Congo sur les rails dans le respect strict de la Constitution. Quelle lecture faire de toutes ces propositions pour la restauration d'une paix durable en RDC? C'est l'objet du débat dès ce soir. Et nous recevons ici au studio Willy Mishiki Bouyini. Il est député national élu de Walikale. Au Nord Kivu, il est cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, honorable Willy Mishiki Bouyini. Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir à nos co-débatteurs. Et bonsoir aussi aux auditrices et auditeurs qui nous suivent ce soir. En ligne, Dieudonné Bolenge-Tengue, il est secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Bonsoir, monsieur Dieudonné Bolenge-Tengue. Bonsoir, Maté, bonsoir, honorable Misteki, et bonsoir à tous les auditeurs qui vont nous suivre. Et ici au studio, une fois de plus, Christian Moleka, il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir, Christian Moleka. Bonsoir Guy Maté, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiokapi.net. Nous l'avons dit, le retrait des troupes rwandaises, le démantèlement définitif des FDLR et la tenue d'un dialogue politique inclusif sont les trois conditions d'une paix durable en RDC. C'est le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, qui l'a déclaré lors de son discours sur l'état de la nation devant les corps constitués de son pays. En réaction, dans un communiqué publié le 18 octobre, le comité directeur du parti Ensemble pour la République sous la présidence de Moïse Katumbi salue cette prise de position qu'il qualifie de courageuse du président Joao Lourenço. Il estime qu'il fait preuve d'un engagement fort et déterminé pour la stabilité de la RDC et de la région des Grands Lacs. Plus de détails avec Alain Irung. Dans ce communiqué, Ensemble pour la République réaffirme son soutien indéfectible à l'appel du président Joao Lourenço pour un dialogue politique inclusif en RDC. Comme souligné dans les conclusions de son conclave des 12 et 13 août dernier, ce dialogue, idéalement conduit sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC, constitue la voie incontournable pour traiter les causes profondes de la crise, restaurer la paix et la stabilité et remettre le Congo sur les rails dans le respect strict de la Constitution et des aspirations du peuple congolais, affirme le communiqué. Ensemble pour la République réitère son engagement résolu à soutenir toute initiative favorisant ce dialogue inclusif, réunissant toutes les composantes de la société congolaise, les forces politiques, majorité présidentielle et opposition non armée, l'AFC M23 et la société civile pour bâtir un consensus national durable. Enfin, Ensemble pour la République exprime sa profonde gratitude au président Joao Lourenço pour son rôle prééminent et ses efforts inlassables dans la quête de la paix en RDC. Merci à vous, Alain Irung. Dieudonné Bolenge-Tengue, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Nous venons de suivre ces reportages d'Alain Irung. Ensemble pour la République, votre parti politique salue cette prise de position du président angolais. On peut savoir pourquoi. Merci beaucoup. Tout d'abord, il s'agit d'une constance pour nous. Depuis que la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC ont entamé des consultations en vue d'un dialogue inclusif de toutes les composantes significatives politiques et sociales de la nation congolaise pour une voie de paix durable, nous avons soutenu cette démarche. Depuis le mois de février
Mais lorsque nous avons été consultés, nous avons clairement exprimé sur la place publique la nécessité de ces dialogues. Et à d'autres occasions, nous l'avons fait. Les derniers communiqués rappellent d'ailleurs que le 13 août dernier, à la clôture de notre conclave, nous sommes revenus sur la nécessité de ces rendez-vous nationaux en vue de chercher de voies et moyens d'aboutir à une vraie paix et à la réunification des conditions nécessaires à la reconstruction de notre pays. Et donc, c'est une position qui n'est pas une nouveauté en ce qui concerne la direction politique de l'Assemblée pour la République. Voilà, c'est une position qui n'est pas une nouveauté. Aussi un élément important, oui, en face des propos du président angolais. L'Angola n'est pas n'importe quel pays pour nous. C'est un voisin avec lequel nous partageons plus de 2600 km de frontières. L'Angola a déjà donné ses forces pour combattre sur notre territoire et nous aider à faire face à des rébellions, notamment les rébellions du temps des RCT, MLC, des années 98. Et puis, le président angolais a été médiateur dans les conflits actuels qui ont entre le gouvernement de Kinshasa et les forces de la rébellion, ainsi que les relations tumultueuses avec notre voisin de l'Est, qui est le Rwanda. Bon. Pour le moment, le président angolais est le président en exercice de l'Union africaine. Et donc, l'Angola, à plus d'un titre, peut émettre un avis sérieux, nous donner un bon conseil pour nous aider à rétablir la paix chez nous. Donc, par respect pour le travail du président angolais, pour la bienveillance de son gouvernement par rapport à la situation pénible qui est la nôtre, et par rapport au passé, à la collaboration passée, et je crois que nous devons accorder beaucoup de sérieux à sa proposition, et c'est pour ça que nous la soutenons. Oui, c'est pourquoi vous soutenez cette position. Trois conditions sont évoquées dans les discours du président angolais, à savoir le retrait des troupes rwandaises, le démantèlement définitif des FDLR et la tenue d'un dialogue politique inclusif. Comme votre parti politique Ensemble est d'accord avec, n'est-ce pas, ces discours du chef de l'État angolais, comment vous entrevoyez ou vous concevez cette question de démantèlement définitif des FDLR au sein d'Ensemble? Tout d'abord, dans les propos du président angolais, il y a trois conditions pour aller à la paix. Le retrait des troupes rwandaises et la cessation de leur soutien au mouvement rebelle sur le territoire. La neutralisation des FDLR et le dialogue. Deux de ces trois conditions sont de la responsabilité du gouvernement de la République démocratique. Et le gouvernement de la République a déjà signé un accord avec les Rwandais pour que les deux gouvernements travaillent à l'avènement de la paix. Et justement, la neutralisation des FDLR est dans cet accord comme un engagement de notre gouvernement pour que les Rwandais soient placés en position de retirer ce qu'ils ont appelé dans cette narrative d'attendre les dispositifs défensifs ou quelque chose qu'il a mis en place. Donc, ces forces de défense qui sont en position défensive ou quelque chose comme ça. La levée des mesures défensives. Voilà. Ce qui compte est que nous soyons en situation de demander à notre gouvernement d'assumer ses responsabilités, de tenir ses engagements, de manière à ce qu'on puisse enlever tout alibi par exemple, au gouvernement avec lesquels nous avons justement des problèmes de conflit à la frontière. Donc voilà. Donc c'est de la responsabilité du gouvernement congolais qui a accepté, dans un accord avec les Rwandais, de s'occuper de cette question des FDLR. Et une des preuves en est que les
le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ekenge, il a publié dernièrement un communiqué appelant les FDLR à déposer les armes. Et nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut plus que ça pour qu'ils déposent les armes. C'est dommage que depuis le début de ces conflits armés, les chefs des autorités de notre pays, on a tendance à considérer qu'il suffit d'une déclaration devant les micros, il suffit d'un communiqué pour résoudre des graves problèmes. Donc, ce que nous attendons de notre gouvernement, c'est de prendre ses responsabilités pour enlever les alibis au camp adverse. Donc, ils n'ont qu'à maîtriser les FDLR et les mettre en position de rentrer chez eux et puis convoquer le dialogue. Ces deux conditions relèvent de la responsabilité du gouvernement de Kinshasa. Justement, cette question de la tenue d'un dialogue politique inclusif, comment ensemble compte, n'est-ce pas, parvenir à convaincre les autres formations politiques par rapport à cette tenue de ce dialogue politique inclusif, quand on connaît la position officielle du chef de l'État? Et il est d'accord avec les dialogues, mais pas un dialogue inclusif, parce qu'il a dit pas de dialogue avec tous les émissaires des agresseurs. Comment vous comptez parvenir, n'est-ce pas, à convaincre les autres pour qu'on puisse convoquer un dialogue inclusif, politique inclusif? Non, il ne nous revient pas de convaincre les autres. Nous appartenons à l'opposition. Et toutes les forces de l'opposition sont d'accord sur les principes du dialogue. Que ce soit les forces qui se sont réunies dernièrement à Nairobi, selon la République démocratique du Congo, que ce soit nous, ensemble pour la République, que ce soit la MOUCA, que ce soit Envol et ses alliés, que ce soit même l'AFC M23. Ils se sont déjà exprimés clairement en faveur du dialogue. Et les seuls à traîner les pieds, à chercher à gagner du temps, on ne sait pas tout pour faire quoi, c'est le pouvoir. Kinshasa, et tout le monde le sait. Bon, nous avions cru qu'après les consultations SINCO et CC et le rapport présenté au président de la République, le fait que le président ait désigné un groupe d'experts pour travailler avec la SINCO et le CC et que ce travail en équipe mixte a été concluant et qu'ils ont présenté une feuille de route, nous avons cru que toutes les conditions étaient réunies. Le président de la République appelle au dialogue. Mais nous sommes étonnés, comme tout le monde, de voir que le dialogue n'est toujours pas. On cherche des artifices, des diversions et pour retarder les rendez-vous. Et pendant ce temps, le sang continue de couler sur notre territoire. Et maintenant, souvent, lorsqu'il y a des affrontements, notamment entre les Ouazalendou et l'AFCM 23, entre les FARDC et AFCM 23, parfois aussi entre les FDLR, l'AFCM 23, on n'aime pas en parler publiquement, mais ça existe, il faut demander aux ressortissants du Kivu, comme l'honorable Michi, ne va pas nier ces faits, et donc ça existe. Et on a tendance à monter sur des grands chevaux, crier au massacre et tout ça. Mais lorsque le sang coule à Beni, lorsque les gens sont massacrés à Komanda, dans les territoires sous contrôle du gouvernement, on a l'impression que c'est des faits divers qui ne méritent pas. Ce sang-là n'a pas beaucoup d'importance. Et je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut aller au dialogue, mettre les problèmes que nous avons sur la table de discussion de façon responsable. Tant que les choses traînent, nous aurions aimé que le gouvernement dise aussi que tous les morts de plus tombent sont de sa responsabilité. Il faut aller au dialogue, comme vous le dites. Maintenant que vous avez un soutien d'État, c'est le chef de l'État angolais, ce n'est pas n'importe qui, vous l'avez rappelé ici. Il a été médiateur, n'est-ce pas, dans la crise congolaise. Il est actuellement président en exercice de l'Union africaine et de la CIRGL. Et voilà que ces messieurs vous soutiennent, n'est-ce pas, dans votre position qui consiste à demander un dialogue politique inclusif. Maintenant que vous avez ce soutien d'État,
Qu'est-ce que vous, en tant que parti politique, vous comptez faire? Vous allez continuer à adopter la même attitude ou alors vous pouvez envisager, n'est-ce pas, des actions pacifiques à l'endroit des chefs de l'État pour essayer de les convaincre afin qu'ils puissent être d'accord avec vous qu'il faut pour le moment un dialogue politique inclusif? Bon, je voudrais d'abord préciser que le soutien du président angolais, ce n'est pas à l'endroit des partis de l'opposition. C'est un soutien à la totalité de la nation congolaise. C'est un soutien pour que la paix revienne en RDC, pour que les Congolais qui sont dans les zones touchées par les conflits armés aient aussi accès à la quiétude et qu'ils se remettent à travailler dans l'intérêt du peuple. Donc, nous avons seulement soutenu la voie de la raison qui a été proposée par l'Église catholique et l'Église protestante. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a été incapable de proposer, de présenter une alternative à ça. Les propos du genre, on ne va pas au dialogue avec les représentants des agresseurs. Ça, ce sont des propos dépassés. Dès lors qu'on négocie avec ces agresseurs-là, ce qu'on appelle agresseurs quelque part. Dès lors que dans les gouvernements congolais, il y a des gens qui ont déjà fait couler le sang des Congolais abondamment. Mais ils sont considérés comme fréquentables. Et au moment où ils sont en train d'apporter la collaboration au Tshisekedi. On arrête de faire comme si on voulait, que les Congolais voulaient tromper les autres Congolais. Merci. Donc, le président angolais n'a pas apporté un soutien à l'opposition. Il a apporté un soutien à une démarche rationnelle qui doit nous amener à négocier entre nous l'actualisation de notre pacte républicain de San City, parce qu'il est mis à mal par les comportements et peut-être un peu inciviques de certains compatriotes. Merci, Dieudonné. Pour que nous puissions discuter des conditions d'être bien vivre ensemble et d'une paix durable. Et donc, nous nous trouvons plutôt encouragés, mais par rapport à ce que vous avez dit, oui, c'est notre devoir constitutionnel d'encourager les Congolais qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui, d'exprimer leur indignation et de faire entendre leur voix. Et comme la Constitution nous donne ce droit-là de mener des activités pacifiques et ce droit-là de fonctionner en tant qu'opposition, ce droit considéré d'ailleurs comme sacré, eh bien, nous allons normalement avoir recours à ce droit. Merci. Ce ne soit pas seulement une histoire où l'opposition discute avec le pouvoir, non. Une opposition congolaise face à un gouvernement de la République démocratique. Tout ça dans l'intérêt de la nation congolaise. On a compris. Merci beaucoup. Merci. Willy Michiki Bouini, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Retrait des troupes rwandaises, démantèlement définitif de FDLR et de la tenue d'un dialogue politique inclusif. Quelle est votre lecture par rapport à ces facteurs qui, selon le président Joao Lourenço, conditionnent le retour de la paix en RDC? Oui, d'abord, je dois dire ici que j'ai suivi l'honorable Bolengeteng, que je salue en passant. Je vais lui dire ici et en profiter pour dire à son parti politique Ensemble pour la République que ce qu'a dit le président Joao Lourenço, c'est ça, au fait, qui était contenu dans les plans de paix qui étaient présentés, préparés déjà le 15 décembre 2024 pour être signé à Luanda. Et il faut respecter les chronogrammes, puisqu'on a tendance à escamoter d'autres étapes. Il était entendu dans les négociations avec les émissaires du président Kagame qu'il fallait d'abord, retirer les troupes rwandaises sur le territoire congolais. Deuxième étape, neutraliser le 912 FDLR déjà identifiés, dont déjà aujourd'hui 92% sont dans les territoires occupés par l'M23 AFC. Et à la fin, maintenant, il fallait aller au dialogue. Nous, à l'Union sacrée... Un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif. Nous, à l'Union sacrée, nous sommes d'accord avec ce plan-là. Et je vous dis, Guy Maté, si M. Kagame était venu à Luanda le 15 décembre 2024, on ne parlait plus de guerre aujourd'hui à l'est de la moitié du Congo. Puisque c'est le plan-là, et je respecte beaucoup le président Lourenço, puisqu'il est resté sur
les mêmes principes. C'est ça, en fait. Quand vous regardez les projets d'accord de paix qu'on devait signer, c'est ça, les trois. Mais il ne faut pas dire... J'ai tendance à constater, malheureusement, que les amis de l'Ensemble pour la République ne s'intéressent qu'à un seul aspect, le dialogue. Non. Le dialogue est conditionné. Ils estiment que les deux autres aspects, ça c'est de la responsabilité. Le premier, le démantèlement des FDLR, c'est de la responsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement congolais. Et le deuxième, les retraits des troupes rwandaises, de la responsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement rwandais. Je viens d'arriver hier soir, après 2 semaines de visite de front. J'étais à Massissi, j'étais à Walikale, j'étais à Beni, à Lubero, avec une forte délégation de mes collègues députés Wazalendo, parce que nous sommes quand même monté quand même un groupe de députés Wazalendo. Je vous dis qu'au moment où nous parlons, tous les FDLR, tous, depuis le 1er octobre, qui se trouvaient sur les territoires occupés par les FRDC et le gouvernement de la République, se sont rendus auprès de la MONUSCO. Aucun FDLR n'existe. Le seul qui reste aujourd'hui sont dans les territoires occupés par AFC M23, où nous n'avons pas accès malheureusement. C'est ça la vérité. Et il reste combien? Près de 900 à peu près comme ça. Donc c'est pour dire que nous avons fait notre part des choses. Vous avez suivi même les communiqués qui ont été lancés par le porte-parole de FARDC et Pengue pour demander à tout militaire, civil, qui verrait mettre la main à FDLR qui puisse le présenter. Vous voulez parler du général Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge, je voulais dire. Et vous avez suivi que même les FDLR ont lancé un communiqué où ils demandaient le passage dans les espaces occupés par les M23 AFC. Et puisqu'ils voulaient se rendre à la MONUSCO, on les empêcherait de se rendre à la base de MONUSCO de Goma, même de Rutshuru, même de Bukavu, puisque en fait, c'est du business. En fait, la vérité, c'est quoi? M. Kagame n'a pas besoin de la paix. M. Kagame utilise les FDLR comme un prétexte. Tout le monde le sait. Puisque s'il était venu à Luanda, cette affaire ici aurait déjà pris fin. Et là aussi, je déplore, c'est l'hypocrisie des amis de l'Ensemble pour la République. Allez aujourd'hui à Goma, tous les comités de l'Ensemble pour la République, dirigés par mon frère Binamungu, a adhéré dans le M23 AFC. Officiellement, ils ont même des fonctions. C'est eux qui dirigent là-bas. Alors, et ils n'ont jamais été remis en cause par le comité directeur de l'Ensemble. Ils n'ont pas engagé Ensemble pour la République. Bien sûr, ils ont engagé parce que c'est officiellement, ils ont fait une adhésion massive, même à Bukavu. C'est ça les jeux de ping-pong. Vous avez rappelé que les 3 conditions évoquées par le président Joao Lourenço étaient contenues dans les projets de l'accord qui étaient, n'est-ce pas, préparés par lui en décembre 2024. Tout à fait, j'ai compris. Et vous dites que si le président rwandais s'était déplacé, il avait répondu, n'est-ce pas, à cette invitation, on ne parlerait plus de la guerre aujourd'hui. Vous voulez dire par là que même le chef de l'État congolais aurait signé cet accord où il était prévu ces dialogues politiques inclusifs? Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, avait approuvé ce projet d'accord et il était prêt à le signer. Je confirme ici comme cadre de l'Union sacrée. Et nous, à l'Union sacrée, nous soutenons ce projet d'accord. Et nous pensons que le président Lourenço, comme il est le président en exercice de l'Union africaine pendant sa mandature, puisqu'il est impliqué, même vous avez suivi l'accord de paix avec les Rwandais signé à Washington le 27 juin passé, on a prévu l'implication de l'Union africaine. Nous pensons qu'il peut jouer en sa position de président en exercice de l'Union africaine pour proposer ces colons. Nous, à l'Union sacrée, nous sommes tout à fait partants. Nous sommes partants. Et nous disons... parce que par rapport à l'une des conditions, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Ça, c'est le chef de l'État lui-même, qui est votre autorité suprême, qui l'a dit devant la communauté congolaise en Belgique que oui, pour les dialogues, mais pas ces dialogues-là où on aurait en face les émissaires
des agresseurs. Oui, justement. Donc vous n'êtes pas pour un dialogue inclusif. Non, c'est ce que nous disons. Le dialogue, non, vous avez mal compris les chefs de l'État. Je crois que j'ai eu même plusieurs fois à le dire sur ce même micro, Guy Maté. Nous sommes d'accord pour un dialogue exclusif, mais lorsque les troupes rwandaises partiront, il n'y aura plus d'AFC-M23. Il n'y a que des Congolais qui resteraient. Pourquoi nous ne voulons pas aujourd'hui aller au dialogue avec ces gens-là? Puisque quand vous allez aujourd'hui dans les espaces contrôlés par AFC M23, vous trouverez des mercenaires érythréens, des mercenaires kenyans, des mercenaires rwandais, des mercenaires ougandais, à tel point que nous risquons de nous retrouver en face d'une délégation qu'on ne connaît pas même les origines, qui n'ont rien avec les Congo. Mais lorsque les Rwandais seront partis, vous savez aujourd'hui, tous ces gens-là tuent seulement puisqu'il y a des troupes rwandaises. Lorsque les troupes rwandaises se seraient retirées du territoire national, on resterait avec les vrais Congolais et nous serons disposés, je le confirme, à discuter avec les vrais Congolais. Pas des patins qui sont manipulés par les Rwandais. C'est comme ça que nous avons dit à nos compatriotes ce n'est pas parce que les troupes rwandaises se seraient retirées que les M23 ne seraient plus, les membres des M23 ne seraient plus des émissaires des Kagame, n'est-ce pas? Mais on connaît aujourd'hui, il n'existe pas de FCM23. Ce sont des Rwandais qui sont là. Je viens de là, Guy Maté. Et donc nous savons qu'aujourd'hui, sans troupes rwandaises, il n'y a pas d'AFC, il n'y a pas de M23. Vous avez vu aujourd'hui les Wazalendo sont la preuve. Vous êtes d'accord avec cette proposition du président angolais, retrait des troupes rwandaises, démantèlement des FDLR, et la tenue d'un dialogue inclusif. Nous sommes d'accord dans ces conditions sine qua non pour que la paix puisse revenir au pays. Nous sommes d'accord dans cette chronologie de faits. On commence d'abord par les retraits des troupes rwandaises. Nous, les FDLR, comme je vous ai dit, aujourd'hui, qu'on nous cite même un seul FDLR qui est dans les territoires contrôlés par les FARDC. Je suis ici à la radio onusienne, je vous dis que les rares FDLR qui étaient sur notre territoire se sont rendus aux différentes bases de la MONUSCO. Et qu'au moment où nous parlons même, il y a certains FDLR qui sont coincés à Katuiguru, qui sont coincés à Djomba, qui sont coincés à près de Kibumba, et qui voudraient avoir le passage pour se présenter, se rendre devant les bases de la MONUSCO. Et les M23 les empêchent. Les M23 les empêchent puisque c'est du business. Puisque lorsqu'ils se seraient rendus, il n'y aura plus de protection. Je voudrais ici dire, Guy Maté, pour vous démontrer qu'il n'existait pas d'AFC sans M23, sans l'armée rwandaise. La preuve, aujourd'hui, depuis 4 jours, les Wazalendo, ils sont à 8 kilomètres d'Amouja, de la ville de Goma. Et l'AFC M23 a dit faire appel aux troupes rwandaises. Il y a 12 camions qui sont arrivés depuis avant-hier pour mater les Wazalendo, pour dire que AFC M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise. Merci. C'est pourquoi nous insistons beaucoup. Nous insistons sur la condition sine qua non de retrait des troupes rwandaises sur notre territoire. Merci. Christian Moleka, vous êtes analyste et politologue et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle est votre analyse par rapport à cette proposition du président angolais Joao Lourenço? Je partage ce que mes prédécesseurs ont soulevé. Ça veut dire que le président angolais est resté cohérent sur ce qu'était sa démarche depuis décembre 2024. Ce qui a par contre changé, c'est que les 2 premiers points, à savoir le retrait de l'armée rwandaise et la trésor des FDLR, ont été repris dans les CONOPS et donc dans l'accord de Doha, plutôt dans l'accord de Washington, parce que l'accord de Washington a repris en annexe le CONOPS. Et le seul point qui, à ce jour, n'a pas été repris, c'est la dynamique de dialogue interne qui manque encore un cadre fédérateur. Et je crois que l'insistance du président angolais, c'est davantage sur le fait qu'il y a un processus qui s'est mis en place depuis décembre 2024. Il y a des volets qui ont été pris en charge, notamment les volets CONOPS, à travers l'accord de Washington. Il reste une dynamique interne qui patine plus ou moins, et qui doit également avancer pour que nous ayons cette triptyque-là. Et je crois que l'inquiétude au niveau régional, c'est sur le fait que sous le pilier dialogue interne, il n'y a pas autant d'avancées qu'on l'aurait sur les autres aspects. Et donc, on ne peut pas avoir une paix qui ne tienne pas compte de ces 3 dimensions. Je crois que c'est ça le message du président angolais. C'est bien d'avancer sur le CONOPS, c'est bien d'avancer sur Washington, mais il faut également prendre en compte la dimension interne sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'avancées, notamment sur l'interprétation du dialogue inclusif.
Après, sur le séquençage, c'est un débat qui a commencé depuis la signature de l'accord Washington. Entre séquençage... Qu'est-ce qui serait urgent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient aujourd'hui? Mais on a déjà des interprétations différentes entre Kinshasa et Kigali. Kigali qui dit qu'il faut commencer par les FDLR. Et après, on finirait par les retraits quand Kinshasa parle de la procédure inverse. Donc, cette interprétation différente va également poser problème dans la mise en œuvre. Après, l'accord a été signé au 27 juin avec un calendrier très optimiste de 120 jours. Nous sommes au mois nous sommes pratiquement en fin d'octobre. Nous avons largement dépassé les 120 jours et on se rend compte qu'il y a, au-delà de l'optimisme, des vraies difficultés à mettre en œuvre ce calendrier-là qui est déjà dépassé. Donc, il y a ce problème de calendrier, il y a ce problème d'interprétation sur le séquençage à respecter selon qu'on est de la partie congolaise ou de la partie rwandaise. Et puis, peut-être sous la question FDLR. Ou peut-être sous le paquet lui-même. Si nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est parce qu'au mois de décembre, si Kinshasa avait accepté ce qu'il a accepté à Doha et à Washington, nous ne serions peut-être pas arrivés ici. Ce qui a bloqué au mois de décembre, c'est quand la délégation rwandaise a proposé l'insert, que Kinshasa devait accepter de négocier avec le 1-23, que les processus a été bloqués. Et donc Kinshasa a pris beaucoup trop de temps pour accepter en mars, ce qu'il aurait pu accepter en décembre. Je crois qu'on doit être conscient sur le fait que ce choix stratégique-là nous a coûté 4 mois et beaucoup de conséquences sur le terrain. La paix dans la partie est du pays, ce n'est pas pour aujourd'hui, parce que les conditions qui ont été posées par le président Lourenço, vous avez tous reconnu, c'est des conditions difficiles à réunir aujourd'hui. Vous avez les retraits des troupes rwandaises. Déjà, le Rwanda n'a pas la même perception que nous par rapport à cette question-là, parce que le Rwanda dit « je n'ai pas mes troupes sur le territoire congolais ». Donc, le Rwanda parle de la levée des mesures défensives. C'est de l'euphémisme. Il parle des éléments qui seraient déployés, les éléments rwandais qui seraient déployés tout au long de la frontière, pas sur le territoire congolais. C'est de l'euphémisme. Alors ça, c'est le premier point qui est difficile, n'est-ce pas, qui est difficile à gérer. L'autre point, c'est le démantèlement des FDLR. Vous avez suivi l'honorable Michiki, qui dit que les FDLR, là où ils ont la liberté, n'est-ce pas, de se rendre, ils se rendent sans problème. Mais dans la partie occupée par les M23, ils ont du mal, n'est-ce pas, à se rendre. Ça aussi, c'est difficile à gérer. Mais aussi, la troisième question, c'est cette question de la tenue d'un dialogue politique inclusif. Le chef de l'État congolais lui-même s'oppose à ce dialogue inclusif. Et donc, on peut dire que la paix n'est pas pour aujourd'hui dans la partie est du pays, parce que les trois conditions sont difficiles à réunir aujourd'hui. C'est encore laborieux, parce qu'il y a effectivement des cas sur lesquels on peut achoper. Sur la problématique du FDLR notamment, il y a un processus de Doha qui également est en train de patiner. Parce que le but du processus de Doha, c'est justement de trouver un accord de paix entre le gouvernement et les M23 qui aurait pu permettre de régler cette problématique de présence du M23 dans ces zones occupées. Vous vous rappelez par exemple le draft qui a été soumis à la discussion des partis il y a quelques temps, proposer une force spéciale composée du gouvernement du M23 pour traquer les FDLR. Donc il y a le fait également que Doha bloque qui limite la recherche de solutions pour les FDLR. Pour le Rwanda, c'est un euphémisme. Tous les rapports ont démontré la présence des troupes rwandaises au Congo, même si le Rwanda a toujours nuancé en présentant comme mécanisme de défense les systèmes solaires, les brouillages des télécommunications, mais les rapports, les groupes d'experts ont démontré, le rapport sur la ville de Goma a suffisamment démontré qu'il y avait une présence des troupes au sol. Et donc, cet euphémisme-là, c'est de la littérature, c'est de la rhétorique, mais sous le fait, il y a présence rwandaise, et lorsqu'on parle de retrait de troupes rwandaises, que ce soit la résolution 2073, que ce soit la position de l'Union africaine, tous ont rappelé la nécessité de retirer les troupes étrangères sur le sol congolais. Donc, c'est de la rhétorique sur laquelle ils sont en train de jouer. Après, sur le dialogue, je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est la position de Kinshasa. C'est Kinshasa qui tient le tempo et qui déterminera l'évolution des choses. Parce que le président de la République, au départ, opposé au dialogue, s'en est ouvert. Aujourd'hui, il pose des conditions sur le fait qu'ils doivent reconnaître l'agression rwandaise, condamner, n'est pas résilier. Je crois que c'est également un jeu d'horloge. Gagner plus de temps possible, essayer de tirer en longueur pour aller probablement vers 2026, parce qu'il y a également la perspective 2028 qui est à l'horizon. Et donc, c'est le tempo qui va peut-être définir le moment de l'évolution des choses. Mais je crois que la dynamique du dialogue s'impose de plus en plus à tous. Tout ce qui reste maintenant, c'est le jeu du temps, c'est le jeu de la montre. Éventuellement, attendre l'évolution de l'accord de Washington pour pouvoir négocier dans les meilleures conditions.
Voilà, le président angolais s'est exprimé et on considère ça comme l'un des conseils, n'est-ce pas, que le président donne n'est-ce pas, au parti en conflit en RDC. Mais on se rend compte que les gens ne sont pas prêts à écouter ces présidents, ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à écouter toutes ces propositions-là. Vous ne pensez pas qu'il faille, n'est-ce pas, passer des simples conseils à des pressions, des vraies pressions à l'endroit des belligérants afin que les choses puissent évoluer? Moi, je crois que c'est à nous de savoir interpréter les signes du temps. Le président angolais ne parle pas dans un environnement hors contexte. Il faut lire dans le contexte dans lequel nous sommes. Les propos du président angolais interviennent après la condamnation du Kabila ici, après la démarche de Nairobi, après que beaucoup de pays de la sous-région aient exprimé leur inquiétude sur la dynamique que prenait le pays. Donc, il y a une perception régionale sur le fait que le Congo ne prend pas la bonne direction, qu'il faut que les Congolais acceptent de se parler. Cette dynamique-là est partagée par beaucoup de pays de la sous-région. Et je crois que c'est à nous d'être interpellés par le regard que donnent les autres sur la dynamique du dialogue. Et si nous restons sourds à ce que pense l'Afrique, parce qu'à un moment donné, on a beaucoup cru aux solutions extra-continentales, aujourd'hui on voit la volonté même de Washington de rapprocher l'Afrique pour essayer d'harmoniser les positions entre Washington et l'Afrique. Et donc ne pas écouter ce son des sirènes qui nous est lancé en croyant uniquement une solution internationale peut à un moment donné nous rattraper. Merci. On va maintenant écouter les auditeurs qui sont en train d'appeler, de donner leur point de vue. Et là, on va à Bunia, dans la province de l'Ituri, où Ben Etokwala va s'exprimer et donner son point de vue. Monsieur Bolongetenge, vous allez réagir à cette réflexion de Ben Etokwala. Ben Etokwala à Bunia, dans la province de l'Ituri. La déclaration faite par le président angolais se dit déjà entendue et il n'y a rien de nouveau dans les contenus. Et l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi avait précédemment une autre proposition, celle de l'État fédéral. Comment peut-il changer leur proposition après le discours du président angolais? Ce n'est pas ça là le comportement que les opposants reprochent matin, midi, soir le président Félix Tshisekedi. Honorable Bolongetenge, Dieudonné. Oui, mais je crois qu'il y a une confusion dans la tête de notre jeune compatriote. Il y a une différence entre un dialogue qui est autour d'une table de discussion et l'organisation d'un État fédéral et unitaire. Et être discuté dans les dialogues et peut-être son avènement venir plus tard. Donc, ce qui est à considérer, ce n'est pas le fait que c'est déjà entendu. Il s'agit d'une démarche qui a le potentiel de nous aider à sortir de ces bourbiers. Et si on regarde les choses avec, je dirais, une position où on est toujours porté sur la facilité, comme tout à l'heure l'honorable Michik a tenté de le faire, on ne s'en sortira jamais. Michik appartient au pouvoir, qui tantôt... Allô, honorable Dieudonné Bolongetenge, est-ce que vous êtes toujours là? De l'homme bloqué, parce qu'il voulait dévier. Est-ce qu'il est encore là? Problème de connexion? Il a fermé. Honorable Bolongetenge, vous avez fermé votre micro. Oui. Voilà. Allez-y. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend. Maintenant, ça va. Allez-y. Qu'est-ce qui est vrai dans la position, finalement, de la famille politique de l'honorable Michik? Les M23, c'est des supplétifs des agresseurs rwandais. C'est des rebelles soutenus par le gouvernement du Rwanda ou quelque chose qui n'existe pas. Dire que les M23, AFC M23 n'existent pas, c'est la pire des affabulations qu'on ait entendues depuis le début de ces conflits. Et Nanga n'existe pas. Tous ces gens qui ont été pris en étau à Goma, certains se sont engagés dans des formations pour entrer dans les troupes. C'était des images imaginées. Soyons sérieux. Vous êtes allé à Warika, vous n'êtes pas arrivé à Goma, mais vous donnez des informations sur la situation à Goma. Soyons vrais. Est-ce que vous avez vu des gens qui sont sous votre contrôle, des FDLR dans les territoires contrôlés par le gouvernement, être rendus à la MONUSCO? Alors que nous savons que quand le gouvernement attrape un prisonnier de guerre là-bas, on fait beaucoup de bruit, on montre les images. Pourquoi vous n'avez pas montré les images de FDLR devant les portes de la MONUSCO en train de se rendre? Est-ce que le meilleur moyen
des FDLR qui combattent la FCM23 et rentrer au Rwanda, c'est d'obtenir que l'M23 ouvre des barrières pour qu'ils se déplacent allègrement jusqu'à la MONUSCO. Non. Ils devraient se déplacer du côté du gouvernement où ils ne risquent rien et vous les rassemblez quelque part, vous appelez la MONUSCO pour venir les récupérer, ce serait plus possible. Arrêtez de blaguer comme ça avec le sort d'une multitude qui souffre. S'il n'y a pas de dialogue, présentez au peuple congolais l'autre alternative que vous avez, à part gagner le temps, faire diversion, pour que la situation soit bloquée et que vous qui êtes au pouvoir continuez à piller la République comme vous êtes en train de le faire. Merci. Je crois que ce dialogue, c'est une opportunité qui nous est donnée pour chercher des voies de solution. D'ailleurs, si nous sommes dans l'incapacité de neutraliser les FDLR, nous exigeons que les Rwandais partent s'ils sont là. Et si les Rwandais disent qu'avant de partir, vous devez neutraliser les FDLR, dans les trois conditions que le président angolais soutient, il ne reste que la condition du dialogue qui peut être organisée pour débloquer les deux autres. Merci, on a Il n'y a compris. pas de 36 solutions. Merci. Pas 36 solutions. Merci, honorable Willy Mishiki. Vous allez réagir à la réflexion de Jules Maguené, qui nous appelle depuis Nairobi, au Kenya. Je suis Jules Maguené, coordonnateur du Forum des nationalistes. Je vous appelle depuis Nairobi, au Kenya. Les propositions des sorties des crises actuelles incarnent l'espoir des millions de Congolais. Pourtant, le pouvoir de Félix Tshisekedi joue la montre et s'adonne à une chronophagie politique repoussant les échéances. Je pense que ces glissements temporels, s'ils se confirment, risquent de miner la confiance populaire et d'alimenter l'instabilité. Le pouvoir en place doit faciliter la tenue de ces dialogues, tant attendus par l'opposition et les peuples congolais, afin de retrouver le salut national. Le président ne doit pas s'en tenir à l'idée de les gommer pour organiser les dialogues inclusifs, mais plutôt il doit œuvrer à l'organisation d'un dialogue inclusif. Honorable Willy Mishiki. Oui, je voudrais rassurer Gilles Maguené que les pouvoirs que nous incarnons ne s'opposent pas à la tenue du dialogue. Mais je lui retourne la même question. Si, les pouvoirs s'opposent à la tenue d'un dialogue inclusif, n'est-ce pas? Non, le dialogue, le chef de l'État a fixé les cadres du dialogue. On ne peut pas aller au dialogue avec déjà... Il y a 4 composantes. Il y a la majorité que nous sommes, il y a l'opposition politique qui est bien identifiée, il y a la société civile qui est connue. Mais l'unique acteur qu'on ne connaît pas bien, c'est l'opposition armée. Qui vont représenter les membres de l'opposition armée? C'est ça qui pose le problème. Lorsque les amis Bolingueteng et les autres... Honorable Willy Mishiki, ce n'est pas la première fois que nous faisons face à ce genre d'expérience. On a fait face à ça en 97, 98, 99, 2000, avec la tenue, n'est-ce pas, du dialogue intercongolais à Sun City. Et donc, ce n'est pas, on ne peut pas parler comme si c'est une première expérience. S'il faut identifier les personnes, n'est-ce pas, qui font partie de l'autre composante là, on saura les faire parce qu'on a cette expérience-là, n'est-ce pas? Mais non, c'est justement ça la difficulté aujourd'hui. Il y a une résolution. Vous savez que les résolutions des conseils des Nations Unies, des conseils de sécurité des Nations Unies s'imposent aux États membres. Un dialogue ne peut pas aujourd'hui violer une disposition des Nations Unies dont nous sommes États membres. Qui dit quoi cette disposition? Qui dit qu'il faut le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises en RDC. C'est la résolution 2373. 2773, qui n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas même discuter de ça. C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas contre la tenue du dialogue, parce qu'on en a déjà fait ici. Mais nous voulons savoir dialoguer avec qui et pour avoir quoi. Prenons le cas aujourd'hui. Les chefs de l'État convoquent un dialogue où il y a les patins du Rwanda qui viennent ici avec les Somaliens, les Érythréens. Nous nous réunissons avec eux. Qu'est-ce que cela va avoir, sincèrement, comme impact sur la fin de la guerre? Rien, il n'y aura rien.
Au contraire, si nous discutons avec eux aujourd'hui à Doha, c'est pour montrer notre bonne foi, pour dire que nous ne nous opposons pas. Et vous avez vu comment ils se comportent. Et à Doha, c'est pour aboutir à quoi? Justement, Doha n'a qu'un seul objectif, obtenir un cessez-le-feu. Moi, je vous dis que c'est une démarche bien faite. Moi, je suis contre Doha. Puisque ceux qui se battent aujourd'hui sur la ligne de front, vous avez suivi, ce sont les Ouazalendo. Et les Ouazalendo n'ont conclu aucun accord, ni de cessez-le-feu, ni déclaration de principe avec les agresseurs. Rien du tout. On exclut la force qui est sur le terrain. Donc c'est du bluff. Par contre, moi je crois que ce que nous obtenons de Doha, c'est la première chose, c'est de freiner les investissements. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, la première puissance qui soutient économiquement les Rwandais, c'est le Qatar. Ça, nous l'avons obtenu. Deuxième, ce qu'on a obtenu à Washington, c'est que depuis plus de 2 décennies, les États-Unis, particulièrement les démocrates, ont toujours soutenu les Rwandais dans leur expansion hégémoniste. Et avec l'approche que nous avons suivie aujourd'hui, vous avez senti quand même un autre discours vis-à-vis de l'administration Trump, ce qu'on n'avait pas attendu avant. C'est pourquoi moi je voudrais dire quand même à mes compatriotes congolais, nous irons au dialogue pour obtenir quoi? Vous avez suivi vous-même. Vous dialoguez aujourd'hui avec les M23 à Doha, vous cherchez à obtenir quoi? C'est ce que j'ai dit. Notre vous dialogue, c'est le cessez-le-feu en attendant. Vous ne le faites par la force des choses. Non. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Notre démarche est claire. Obtenir d'abord un cessez-le-feu. Puisque le vrai dialogue ne peut pas intervenir s'il n'y a pas un franc-parler entre nous, Congolais. Mais aussi longtemps que les troupes rwandaises seront sur notre territoire, les frères, les rares frères qui sont encore avec eux, n'auront même pas la liberté de s'exprimer. Puisque vous savez aujourd'hui, ce que j'ai toujours déploré aux Congolais, c'est que les gens aujourd'hui demandent une chose et son contraire. Vous avez suivi ce qui se passe là-bas à l'Est. Qui a organisé la rencontre entre la Senko, SSC et le président Macron? Mais c'est Kagame. Qui les a envoyés à Kigali? Mais c'est Kagame. Pourquoi les mêmes gens-là, qui sont initiateurs de ce pacte social pour le bien-être, ne font pas pression sur leurs parrains, leurs partenaires, de retirer ces troupes? Ça serait la meilleure chose. Nous disons, nous sommes d'accord pour le dire. Je vous dis, je parle au nom de l'Union sacrée. Nous sommes prêts pour aller à un vrai dialogue qui va aboutir à quelque chose. Mais à condition que les troupes rwandaises se retirent. Puisque même les M23 et les FDLR qui restent, je vous ai démontré ici, que même les Nations Unies, la MONUSCO, dont nous sommes sur les radios aujourd'hui, a déclaré que les 900 et M23 qui resteraient aujourd'hui, sont FDLR qui resteraient aujourd'hui, sont au sud Kivu et une petite partie au nord Kivu. Et le sud Kivu où? Dans l'espace contrôlé par... Moi je défie Kagame, je défie ses partenaires de AFC M23 qui nous citent seulement un seul FDLR qui est sur le territoire contrôlé par le gouvernement. C'est simple, qui nous cite, dans quelle cité, et je vous dis que nous mettrons la main sur eux. Merci Christian Moleka, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la Chopo. Je vous appelle de Kisangani. Je suis Jires Ilonga. Pour un Congo meilleur et plus fort qu'avant, je pense que les Congolais doivent se retrouver autour d'une table afin de dialoguer sur les causes profondes de la crise actuelle en RDC. Par la suite, mettre en place une conclusion munie de pistes de solutions concrètes à cette crise. C'est vraiment anormal de rendre tout difficile lorsqu'on sait où se trouvent les vrais problèmes et comment résoudre ces 10 problèmes. La RDC a besoin d'une paix durable. Christian Moleka. Je partage en partie l'analyse de Jires Ilonga depuis Kisangani. En fait, notre crise a, je dirais, un double aspect, un aspect interne, un aspect régional. Et donc, la prise en compte de la dimension interne du conflit appelle à un dialogue entre acteurs politiques internes pour essayer de régler les questions politiques internes. La dimension régionale a des instruments, notamment Doha et Washington, qui tentent de régler cette dimension régionale. Mais la dimension interne a besoin effectivement d'avoir un cadre
Et j'espère que nos politiques, en se mettant autour d'un cadre, iront au-delà d'un partage de pouvoir pour essayer de créer un pacte républicain qui nous permette de régler les problèmes des fonds. Notamment le fait qu'à chaque fois que l'espace politique se ferme en interne, qu'il y a exclusion politique, certains sortent du pays, trouvent des alliés dans les pays voisins pour faire les armes. Faut-il pas à un moment donné que les Congolais se décident de ne pas faire de l'exclusion politique, de garantir l'espace ouvert en interne pour que le jeu politique reste démocratique et interne et que nous ne prêtions pas les flancs aux ambitions des voisins parce que nos divisions internes alimentent les intérêts des pays voisins. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va conclure. Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Le président angolais a parlé, il a fait ses propositions, il pense qu'il y a 3 conditions pour que la paix puisse être restaurée dans la partie est de la RDC. Mais quand vous suivez les positions des différentes parties, c'est des positions diamétralement opposées. Vous pensez que les chefs de l'État angolais seraient écoutés par les partis? Et même si il n'est pas écouté, ça peut être quoi les mérites de sa proposition? Moi, je crois que le président angolais a essayé de mettre les Congolais devant leurs responsabilités. Je pense également que ce point de vue va au-delà de sa propre personne et que c'est une perception de l'Afrique australe, de manière générale, sur la dynamique à apporter au conflit au niveau interne. Et que c'est aux Congolais de comprendre que si nous ne voulons pas que demain nous soyons isolés dans la perception du conflit, si nous ne voulons pas que de manière générale la méfiance entre le continent africain et notre pays sur la question de la paix trouve des solutions, il nous faut nous adapter à notre environnement, il faut savoir répondre aux préoccupations au niveau régional et pas uniquement au niveau international. Et peut-être un élément de fin, c'est que les pays voisins ont conscience qu'une instabilité au Congo, pour l'Angola, c'est des migrations. Pour le Congo-Brazzaville, c'est des migrations. Et donc, ils sont conscients que dans un contexte où l'Angola lui-même est en crise, avec un conflit interne, une crise au Congo va davantage renforcer la crise en Angola et qu'ils n'ont pas intérêt à avoir de la stabilité importée, si on peut dire. Et donc, si on ne prend pas conscience que notre instabilité ici alimente l'instabilité dans les pays voisins, eh bien, les autres seront amenés à s'ingérer sur nos questions internes pour régler les problèmes extérieurs. Donc, c'est à nous de prendre conscience que par notre capacité à trouver des solutions internes, nous renforçons l'ingérence des autres sur nos politiques internes. Merci. Dieudonné Bolenge-Tengue, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. C'est quoi votre mot de la fin? Le président angolais, autant que l'Union africaine, d'autres partenaires sous-régionaux et même les Nations Unies et l'Europe, nous conseillent depuis de longs mois la voie du dialogue pour le retour à une paix durable dans notre pays. Donc, la tactique d'échapper du pouvoir de Kinshasa, la quête d'une sorte de dialogue sur mesure, dans une logique de contrat d'adhésion, les gens adhèrent à leur dialogue, à leur schéma unique, ne fonctionnera pas et n'amènera pas la paix. C'est ça qui nous met dans une situation de blocage. Et quand on est dans la situation de blocage, c'est le peuple congolais qui en souffre. Saisissons l'opportunité qui nous est offerte pour envisager sérieusement ce dialogue sous l'égide de 2 grandes confessions religieuses qui ont pris cette initiative au début, qui sont parmi ceux qui restent encore de crédibles dans notre pays. Merci Willy Mishiki Bouini, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bolenge-Tengue vient de le dire, vous ne devez pas imposer, n'est-ce pas, votre schéma à tout le monde. Il pense qu'il faut plutôt se saisir de cette opportunité pour que la paix puisse revenir dans la partie est du pays. Votre conclusion? Oui, la crise congolaise a des causes endogènes et exogènes. Mais si aujourd'hui nous parlons crise, c'est puisque notre pays a été agressé. Je crois que Bolenge-Tengue ne va pas me contredire lorsque nous disons que le nœud du problème aujourd'hui, c'est la présence de troupes étrangères sur notre territoire. Et je ne vois pas comment, par quelle baguette magique, les Congolais séréniraient et chasseraient les Rwandais sur le territoire congolais. Et moi, j'ai dit ici, au nom de l'Union sacrée, qu'il n'y aura jamais, alors jamais, dialogue inclusif ou exclusif, comme on veut bien le dire, s'il y a encore la présence de troupes étrangères sur notre pays. Nous allons nous asseoir entre nous Congolais seulement lorsque
tous les espaces occupés par les agresseurs seront sous l'administration du Congo. Que cela prenne 10 ans, 20 ans, nous attendrons. Nous ne sommes pas pressés pour ça. Ah, vous n'êtes pas pressé. Entre-temps, les On gens n'est meurent. pas pressés. Les gens meurent, nous mourrons tous, qu'on nous extermine tous, mais les derniers vont venger. On a exterminé les Juifs, mais les Juifs aujourd'hui ont un État souverain, et ceux qui les ont exterminés sont pourchassés par la communauté internationale. Je ne pense pas que les populations qui vivent les affres de la guerre sont d'accord avec vous, de la partie est du pays. Non, nous sommes avec eux. Justement, nous nous battons pour eux. Merci. Nous n'allons pas vendre le pays, puisque tous les autres schémas n'ont jamais réussi. Ça fait plus de 3 décennies qu'on fait des dialogues qui n'aboutissent à rien. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Dieudonné Bolenge-Tengue, Willy Michiki-Bouini et Christian Moleka. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Enoch Katumbi qui l'a réalisé, à Alain Ngoye et Pierre Diacinois qui était à la technique, avec à la présentation Guy Maté. Merci encore et restez connectés sur Radio Kapi.